Je suis docteur Ousmane Diarra, consultant de l'UBCR, conseiller juridique au niveau de la CEJUS. J'ai été envoyé par l'IBCR, qui est le Bureau international des droits de l'enfant, qui se trouve au Canada, dans le cadre d'un projet qu'on appelle le PRIDE, le projet de renforcement de capacité intégrale sur les droits de l'enfant. Je suis venu appuyer la clinique d'expertise juridique du Togo en tant que coopérant également sur les questions de protection de l'enfant et de justice juvénile. Alors, dans ce projet, je ne suis pas le seul au Togo. Il y a d'autres coopérants de l'UBCR qui ont été envoyés dans des structures comme le centre Kekedi, en charge de la communication. Il y a eu également un autre conseiller en sécurité qui a eu à travailler avec WOW Afrique. L'enfant, c'est une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. La protection de l'enfant consiste à prévenir tous les agissements à l'égard des enfants. Ça peut être sous forme d'exploitation, de négligence, d'abus, de viols, de violences sexuelles, n'est-ce pas, à les prévenir, mais aussi à les traiter. À les traiter dans le sens que s'il y a une violation des agissements que je viens de citer, qu'il y ait une prise en charge, qu'il y ait des sanctions dans ce cas. Et le dernier élément de la protection, c'est l'élimination de ces agissements-là, l'élimination de la maltraitance, des mauvais traitements à l'égard des enfants. Donc c'est dire que cette protection de l'enfant doit garantir la prise en charge des besoins fondamentaux de l'enfant, mais aussi soutenir le développement de l'enfant, son développement intellectuel, physique, spirituel, etc. Et enfin, il doit préserver la sécurité, la santé, la moralité et l'éducation de l'enfant. La protection de l'enfant émane, dans un premier temps, l'acteur principal, c'est l'État. Et ensuite, il y a d'autres organisations privées qui interviennent pour la communauté, pour soutenir l'État dans ce rôle, parce qu'il peut être sous forme d'associations, d'ONG, au niveau international ou au niveau national, mais aussi il y a la famille, il y a la communauté, il y a la société. C'est dire que la protection de l'enfant est une affaire de tous, qui interpelle tout le monde. Alors maintenant pour la question des textes qui ont été ratifiés au niveau international, peut-être ce que je peux dire très rapidement, c'est que tout dépend de l'engagement des États. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des textes. Pour faire des textes, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement de ces textes. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà des textes, il faut qu'il y ait des politiques. Au-delà des politiques, il faut qu'il y ait des programmes. Au-delà des programmes, il faut qu'il y ait des activités. Mais tout ceci demande un financement, mais tout ceci demande un fonds. Et pour cela, il faudrait qu'au niveau étatique, mais aussi au niveau des organisations, qu'on puisse réfléchir sur là où on peut tirer les sources de ces financements. Que ça, comme c'est une affaire de tous, tout le monde doit être impliqué. Je pense par exemple, même si ce n'est pas un domaine réservé, disons transféré, la question des collectivités locales. Les collectivités, les mairies et autres doivent être impliquées dans le cadre de la protection de l'enfant. Et parce que ils sont beaucoup plus proches des enfants, ils sont beaucoup plus proches des familles, ils sont beaucoup plus proches des quartiers et autres. Donc, on peut trouver des voies et moyens pour véritablement faire en sorte que même la population puisse participer à cela. Je donne un exemple. Vous allez dans un marché, les taxes qui sont payées par jour, il suffit sur une période d'une année ou sur une période de 6 mois, une taxe qu'on paye par exemple à 25 francs, on peut doubler cette taxe. Et le double qui revient peut être mobilisé
pour lutter avec des plans stratégiques, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aborder toutes les questions en même temps. On peut, sur 5 ans ou sur 2 ans, avec des programmes stratégiques, lutter contre tel élément, contre tel thème ou telle approche ou telle autre violation et avancer progressivement. Mais comme je le répète encore une fois, c'est une affaire de tous, il faut qu'il y ait une volonté de mobilisation de tous. En dehors de cela, il faudrait faire en sorte que, au-delà de ces textes qui, parfois, lettres mortes, qui demeurent dans les tiroirs, faire en sorte qu'il y ait une appropriation de la population. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faudrait qu'on insiste sur la communication de masse, mais également sur la communication de proximité pour ce qui concerne les enfants. Et aussi, il y a d'autres acteurs sociaux. Je veux penser aux curés, je veux penser comment on appelle, aux imams, je veux penser aux chefs de quartier et autres. Il faut qu'il y ait davantage une propulsion qui vient de ces différentes sources pour qu'on puisse ensemble lutter véritablement. Parce que si l'information passe, on n'a pas besoin de texte. Parce que les gens ont été suffisamment informés, la population s'est appropriée, le signalement peut être facile, même si l'État, par ses différentes activités de champ de compétences, l'État peut-être sur certains points n'arrive pas à donner le financement, qu'il y ait des financements qui puissent jaillir de la société. Et je pense que c'est possible. Mais il faudrait qu'on en parle davantage et qu'il y ait des acteurs qui essayent de repenser sur cette nouvelle donne qui pourrait certainement nous aider. Le quatrième pouvoir, c'est dire que les médias, en dehors d'informer, ceux qui incarnent les médias sont des éducateurs de la société. Et je pense déjà, concernant la protection de l'enfant, les médias peuvent contribuer dans le cadre de traitement de certaines informations concernant les enfants, éviter de publier certaines informations, de traiter les choses avec professionnalisme. Ça, dans un premier temps. Et dans d'autres éléments, c'est que les médias peuvent aider dans la communication de masse. La communication de masse, à travers des émissions de radio, on peut inciter à travers des activités dans des quartiers où voilà, on constate que dans tel quartier, il y a souvent des violations des droits de l'enfant liées à tel ou tel aspect du domaine d'intervention ou de l'enfant, voir les associations de jeunes, les associations de femmes et organiser des activités. Ça peut être une émission radio où ces acteurs seront invités et on discutera sur ces questions. L'autre élément, peut-être, les médias également peuvent aider dans la communication de proximité. Parce que déjà, si on entre en contact avec les organisations de femmes, les organisations de jeunes, même s'ils ont une autre activité, on peut les intéresser sur les questions de protection de l'enfant et faire en sorte qu'eux puissent gérer l'aspect lié, n'est-ce pas, voilà, à cette communication de porte à porte au niveau des moyens, au niveau de la communication. Je pense que, encore pour résumer, les médias ont un rôle non négligeable à jouer sur ce point-là, d'aider la population à être sensibilisée, à être informée sur les questions et pour que la population soit définitive. Il faut dire que c'est difficile. C'est difficile parce que Portalis aimait à dire que le droit n'est rien d'autre que les mœurs et le comportement d'une société. Alors, il faut dire qu'en Afrique, les lois que nous avons, souvent, on a du mal à retrouver dans nos différentes lois et textes et autres. Au-delà de cela, les modes de règlement, l'accès à la justice, le fait de porter une action en justice et que les journalistes, les médias, tout le monde sera au courant, on n'a pas cette culture en Afrique. Donc, on a tendance à régler les questions à l'amiable. Et sauf que souvent, sur ces questions, même les questions d'inceste, on dit non, c'est le papa ou bien c'est tellement de la famille de viol. Si on le fait, c'est toute la famille, c'est l'honneur de la famille qui s'est remis en cause. Et en Afrique, parce que ces questions d'honneur,
on va voir même les crimes d'honneur en Afrique, jusqu'à présent dans cette société, ça existe toujours, où lorsque certains secrets sont révélés, et que tout le monde est au courant, certains sont même prêts à se donner la mort parce qu'il y a cet aspect-là. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer avec de plus en plus de programmes tels que le Pride, comme dire, le programme de renforcement intégral des droits des enfants. La sensibilisation se fait de plus en plus. Peut-être, nous, en ce qui nous concerne, dans le cadre de notre programme Pride, c'est de former nos partenaires. Alors, nous leur donnons, disons, un transfert de connaissances, à eux maintenant d'élargir cela à d'autres niveaux. Donc, pour en revenir sur, encore une fois, comment faire pour lutter efficacement contre cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être, la donne est en train de changer avec les réseaux sociaux, il faut renforcer la sensibilisation, il faut sensibiliser davantage les couches les plus reculées, donc à travers nos médias, mais il y a un autre élément aussi, souvent qu'on a tendance à occulter, parce que c'est extrêmement important, c'est nos langues. La plupart de nos textes sont écrits en français. Et les gens n'ont pas une compréhension de cela. Les procédures, tout est en français. Et souvent, quand je dois écrire une plainte, et que la personne ne sait pas écrire, la personne est obligée de faire recourir à une autre personne. Et cette personne, comme je dis, en Afrique, on tient toujours compte de l'honneur. La personne peut ne pas vouloir passer l'information, que l'information soit connue. Mais finalement, il préfère ne pas du tout passer l'information. Alors, un autre élément, c'est que dans le traitement de ces questions-là, et que là, les journalistes ont un rôle à jouer, mais aussi des services judiciaires, c'est de faire en sorte que certains cas, certaines affaires soient jugées à huis clos et que la procédure, tout se fasse dans le cadre de la confidentialité. Donc pour des questions d'inceste, pour les questions de certaines violences, il faudrait qu'on insiste sur le respect de la confidentialité et cette possibilité de tenir certains de ces procès à huis clos, qui fait donc, quand ça peut pousser les personnes à dire que mon affaire peut ne pas être connue de tous et le juge peut juger. Mais si on dit on va juger et que l'audience est publique, alors l'affaire sera connue de tous, donc ça peut créer des problèmes. Donc il faudrait peut-être dans ce sens également, du point de vue judiciaire, qu'on essaie de penser à ça, pour certaines affaires, à faire en sorte qu'il y ait ce respect du principe de la confidentialité, mais également la formation de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne pénale pour qu'on puisse prendre en compte de cela. Je pense que si toutefois on insiste sur ces différents aspects, on pourrait entrevoir le changement, n'est-ce pas, concernant cet aspect-là. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que l'IBCR est en train de faire actuellement sur le terrain en matière de protection et de promotion des droits de l'homme à travers son projet Pride et renforcement intégral de capacité des droits des enfants, c'est d'appeler tous les intervenants, c'est d'appeler tous les acteurs à s'y mettre corps et âme pour que la protection des enfants soit une réalité et non une proclamation de foi. Je vous remercie.